Le cas Fitzgerald, de John Grisham, traduit de l'anglais par Dominique Defer, lu par François Tavares. Denny, Mark et Jerry pénétrèrent dans la pièce. Une table étroite, pas plus de 60 cm de large, pour une longueur d'au moins 2 mètres. 4 gros tiroirs occupaient une paroi, 4 de l'autre côté. Mark, le crocheteur en chef, releva ses lunettes de vision nocturne, ajusta sa lampe frontale et s'approcha pour inspecter les serrures. Il secoua la tête. « Je m'y attendais. Des serrures à combinaison, sans doute générées par ordinateur et changées tous les jours. Aucun moyen de les crocheter. Il faut y aller aux forêts. »« Action !» ordonna Denny. « Commencez pendant que je m'occupe de l'autre porte. » Jerry sortit une perceuse sur batterie équipée de 2 poignées. Il plaqua la pointe de la mèche dans l'orifice de la serrure et, avec l'aide de Mark, ils poussèrent sur l'engin de toute leur force. Les spires, dans un grincement, ripaient sur le laiton. Le métal semblait impénétrable. Mais un copeau s'arracha finalement, puis un autre. Grâce aux 2 hommes arc-boutés sur la machine, le forêt se fraya un chemin dans l'orifice. Quand la serrure lâcha, le tiroir ne s'ouvrit pas pour autant. Mark parvint à glisser l'extrémité d'un pied de biche dans l'interstice supérieur et, d'un coup sec, il fit voler en éclats le montant de bois et le tiroir céda enfin. À l'intérieur, ils trouvèrent une boîte d'archives avec des coins renforcés en métal. 50 cm par 40 pour 10 de hauteur. « Attention !» lança Jerry alors que Mark sortait de la boîte un épais volume pourvu d'une reliure cartonnée. Mark lut le titre. « Morceau choisi de Dolph Mackenzie. Mon rêve. Qui c'est ? Aucune idée, mais on n'est pas là pour de la poésie. » Denny arriva derrière eux. « Dépêchez-vous, il y a encore 7 autres tiroirs. Je suis presque entré dans l'autre pièce. » Chacun retourna à son labeur, pendant que Trey fumait une cigarette, assis sur un banc de l'autre côté de la rue, en surveillant l'heure. L'agitation qui régnait plus loin sur le campus ne montrait aucun signe d'apaisement. Mais cet état de grâce ne durerait pas. Les tiroirs numéros 2 et 3 dans la première pièce contenaient des livres rares d'auteurs inconnus du groupe. Lorsque Denny acheva de fracturer la porte de l'autre pièce, il demanda à Jerry et Mark d'apporter la perceuse. Il y avait là aussi 8 tiroirs, apparemment identiques à ceux de l'autre pièce. À 2h15, Trey annonça que le campus était encore bouclé, mais que des étudiants curieux commençaient à s'égailler sur les pelouses devant la résidence McCarren pour profiter du spectacle. La police, avec des mégaphones, leur ordonnait de retourner dans leur chambre, mais ils étaient bien trop nombreux pour leur faire entendre raison. 2 hélicoptères de la télévision, peut-être davantage, tournaient autour de la zone et compliquaient la tâche des autorités. Trey regardait CNN sur son téléphone. L'attaque à Princeton était l'info du moment. Un journaliste hystérique sur les lieux du massacre disait que le nombre de victimes n'était pas encore confirmé, mais laissait entendre que de nombreux étudiants avaient été abattus par au moins un tireur. « Au moins un tireur ?» marmonna Trey. « Évidemment. Personne ne se faisait tuer par 0 tireur. » Denny, Mark et Jerry décidèrent de ne pas attaquer les tiroirs au chalumeau, du moins pas pour le moment. Le risque de brûler ce qu'il y avait à l'intérieur était trop grand. À quoi bon leur serviraient des manuscrits carbonisés? Denny sortit donc une perceuse plus petite et se consacra aux serrures. Mark et Jerry retournèrent dans la première pièce pour suivre leur ouvrage avec l'autre perceuse. Le premier tiroir dans la deuxième salle contenait une liasse de feuilles délicates écrites par un poète oublié. Ils n'avaient jamais entendu parler de lui, mais le détestèrent dans l'instant. À 2h30, CNN annonça que 2 étudiants étaient morts et qu'au moins 2 autres étaient blessés. On commença à parler de carnage.